sous la supervision de Chantal Viscogliosi et Benoît Cosset. Donc, voici le contenu de ma présentation. Je vais commencer par la problématique et vous expliquer les 3 sujets de mon projet de recherche. Le déclin cognitif est défini par la Société d'Alzheimer du Canada comme une perte de faculté mentale qui réduit la capacité d'une personne à s'occuper d'elle-même. La polypharmacie est définie pour l'utilisation d'au moins 5 médicaments. Et les facteurs de risque modifiables sont 14. Je vais vous expliquer dans les suivantes diapositives, mais sont des bonnes habitudes qui aident à la cognition des personnes. Pour vous dire l'importance d'étudier la cognition ici au Canada, c'est que les troubles neurocognitifs, en 2020, il y avait 598 000 personnes qui avaient un trouble neurocognitif et cela va se triplier en 2050 à plus de 1,7 million de personnes. Et donc, pouvons le voir dans cette échelle. Surtout chez les femmes, qui c'est une maladie qui atteigne plus les femmes. Et en 2050, va dépasser le million de personnes qui auront une maladie, des troubles neurocognitifs. Après, pour la polypharmacie, comme je vous ai dit, c'est l'utilisation d'au moins 5 médicaments et aussi je vais utiliser le concept hyperpolypharmacie. C'est l'utilisation de plus de 10 médicaments et cela c'est lié à des réactions indésirables médicamenteuses, aussi à la diminution de la qualité de vie des personnes, un coût de vie plus élevé et aussi c'est lié au déclin cognitif. Pour vous montrer la liaison de polypharmacie et déclin cognitif, je vous montre ici une revue systématique et méta-analyse qui a regroupé 27 études et a regroupé à peu près 124 millions de personnes aînées. Et ils ont vu que le risque de développer un trouble neurocognitif chez les personnes qui avaient une polypharmacie était plus présent avec un rapport de code de 1,39 et chez les personnes qui avaient une hyperpolypharmacie aussi était plus présent un déclin cognitif. Et pour mon 3e sujet, sont les facteurs de risque modifiables. Je vous montre ici le dernier article que The Lancet Commission a sorti en 2024, ils ont conclu que 45% des nouveaux cas de troubles neurocognitifs peuvent être prévenus par les contrôles de ces 14 facteurs de risque modifiables. Pour vous expliquer, tous ces pourcentages font au total de 45%. Et on va prendre l'éducation si on procure que la population ait une éducation plus des études supérieures à des études secondaires, 5% des nouveaux cas de troubles cognitifs pourraient être prévenus. Après, je vais vous montrer les 14 facteurs de risque modifiables. C'est l'hypertension, l'obésité, la diabète, le traumatisme crânio-cérébral, le tabagisme, la consommation de l'alcool, l'inactivité physique, la pollution de l'air, l'isolement social, la dépression, une faible éducation, la perte auditive, la perte de vision et l'hypercholestérolémie. Donc, on peut voir que ce sont beaucoup de variables. Je vais vous expliquer comment je vais faire dans les suivantes diapositives. Donc, on sait qu'il y a une association entre les facteurs de risque modifiables et le déclin cognitif. Et cela est bien documenté aussi l'association entre polypharmacie et le déclin cognitif. Donc, il est essentiel d'explorer comment ces facteurs peuvent interagir avec la polypharmacie de la personne et comment ça influence la santé cognitive. Donc, l'objectif de ma recherche, c'est d'évaluer l'association entre les facteurs de risque modifiables et la cognition chez les personnes qui ont polypharmacie. Et ma question de recherche, c'est chez des personnes de 45 ans et plus avec polypharmacie, quel est l'impact des facteurs de risque modifiables sur la cognition? Le début de mon étude, c'est une analyse secondaire des données auprès de 30 097 participants de l'accord global de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, suivi en personne. Et dans le LCV, ils utilisent une méthodologie quantitative, longitudinale et observationnelle. Pour ma recension des écrits, pour question de temps, je vous montre mes conclusions. Aucune étude n'a évalué au moins un facteur de risque sur la cognition chez des personnes aînées avec polypharmacie. Donc, cette étude canadienne pourrait être le premier. Et voici comme l'effet saillant de ma recension. Il y a eu une confirmation de que la polypharmacie est associée au
un risque de troubles neurocognitifs, ainsi que les facteurs de risque modifiables sont associés à développer un trouble neurocognitif. Il y a eu une diversité de population dans la recension et une prise en compte des facteurs confondants potentiels. Il y a eu des limites méthodologiques parce que la plupart des études étaient des études transversales et pour étudier la cognition, c'est mieux d'utiliser les études longitudinales. Ainsi qu'ils ont fait des ajustements aussi dans les études, mais toujours pour les comorbidités n'est pas toujours parfait cet ajustement. Donc aussi, il faut considérer ça. Et il y a eu un manque de données dans les 3 sujets de recherche qui m'intéressent. Pour la méthodologie, j'ai utilisé les données de l'LCV et seulement la partie de l'accord global qui est présentielle parce que là, on obtient les données des médicaments et aussi de la cognition. Et je vais utiliser de 2011 à 2021. Le suivi se fait chaque 3 ans. Donc, je vais prendre le premier et le deuxième suivi des données. L'inclusion sont les participants de plus de 45 ans et plus, avec un traitement de plus de 5 médicaments. Et je vais exclure les personnes qui ont un trouble neurocognitif, qui déjà le LCV le fait. Donc, au début, tous les participants seront en santé cognitive. Et pour mes variables, la variable dépendante sera le Reliable Change Indicator, que c'est le LCV l'utilise pour faire une score globale de la cognition, parce qu'il y a 7 tests cognitifs qu'ils font, mais pour pouvoir donner un résultat si la cognition a amélioré ou diminué, je vais utiliser l'RCI. Donc, c'est rose, ça veut dire que la personne est restée stable depuis le départ au suivi. Moins, c'est vrai qu'il y a eu un déclin cognitif et plus 5, il faut améliorer excusez-moi, il y a eu une amélioration de la cognition. Ma variable indépendante seront les 14 facteurs de risque modifiables et mes variables confondantes seront l'âge, le revenu, les comorbidités, le sexe, la profession et l'emploi et les lieux de résidence. Je vous montre les 7 tests cognitifs. Et pour l'analyse statistique, rapidement, je vais faire une analyse descriptive d'abord des sous-groupes par l'âge. Je vais faire 4 groupes d'âge. Après, je vais considérer les variables confondantes et je vais faire les proportions et fréquences. Excusez-moi, je vais utiliser les variables catégoriques pour étudier les proportions et fréquences des données sociodémographiques. Ainsi que je vais comparer les proportions de l'RCI de la cognition selon le niveau de polypharmacie et l'RCI selon le groupe d'âge. Après, pour les variables continues, je vais calculer les moyennes, les médianes et les écarts types pour faire des comparaisons des nombres de médicaments selon l'âge et le nombre de médicaments selon le nombre de facteurs de risque modifiables. Et je vais aussi étudier ou analyser la prévalence des facteurs de risque modifiables par les 3 combinaisons de facteurs de risque plus prévalentes. Parce que c'est vrai qu'une personne pourrait avoir 5, 6, 7 facteurs de risque. Donc, je vais prendre juste les 3 combinaisons plus communes dans la base de données. Et mon analyse primaire sera une analyse longitudinale. Je vais utiliser les données de la vague de départ au deuxième suivi et je vais considérer les variables confondantes et je vais effectuer une analyse multivariée. Je vais effectuer une régression logistique multinomiale pour évaluer l'association entre l'ensemble des facteurs de risque modifiables et l'essai de la cognition globale. Et pour mes résultats attendus, bon, d'abord, le caractère innovant de mon projet, c'est qu'il n'y a aucune donnée qui présente disponible sur l'impact des facteurs de risque modifiables chez des patients avec polypharmacie, malgré sa prévalence élevée chez les personnes aînées. Et mes retombées anticipées, c'est qu'il pourrait y avoir une promotion des habitudes de vie les plus bénéfiques pour cette population, ainsi qu'une influence de recommandations cliniques pour l'évaluation de la prescription médicamenteuse chez les personnes aînées, en mettant l'accent sur des approches multidimensionnelles et liens pharmacologiques et les facteurs de risque modifiables. C'est-à-dire que des fois, on ne peut pas changer la polypharmacie ou le traitement d'une personne, mais on pourrait se concentrer dans certains facteurs de risque qui pourraient compenser
déclin cognitif qui pourrait être causé par la polypharmacie. Ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Claudine Brassard. Mon projet s'appelle Vieillir chez soi au grand âge, documenter l'expérience des personnes aînées de 85 ans et plus vivant seules, sous la direction de Samuel Rémillard-Mollard. Pour vous plonger un peu dans la réalité des personnes âgées que j'ai rencontrées dans le cadre de mon projet, je vais vous présenter des mots d'une participante qui m'ont particulièrement marquée. Elle m'a dit, quand je rentre dans une résidence pour personnes âgées, le cœur me serre parce que je ne suis pas prête, je ne suis pas bien, je ne suis pas prête à m'en aller. Cette peur qui est exprimée par une participante de 91 ans n'est vraiment pas rare. Puis c'est ce genre de discours-là que j'ai entendu dans le passé qui m'a amené à me questionner sur le vieillissement à domicile. Aujourd'hui, je me questionne sur quelles sont les spécificités de l'expérience de vivre seul à domicile pour les personnes aînées de 85 ans et plus. Certains d'entre vous vont me demander pourquoi les 85 ans et plus, pourquoi les vivre seuls. Tout le monde le sait ici, là, il y a un vieillissement de population au Québec. Le vieillissement démographique amène une certaine transformation du paysage social au Québec avec une croissance rapide du groupe des 85 ans et plus. En 2021, on comptait 214 415 personnes âgées de 85 ans et plus au Québec, ce qui représentait 2,5 % de la population. En 2046, la projection pour cette population-là est de 7 %. Au niveau de la situation d'habitation, il y a une certaine idée qui est reçue dans notre société que plus on est vieux, plus on est en perte d'autonomie puis en fin de vie. Alors que la réalité, c'est que la majorité de ces personnes-là habitent de manière autonome à domicile. En effet, là, c'est 29 % des 85 ans et plus qui habitent seuls à domicile. Au niveau des facteurs influents, c'est sûr qu'on peut penser au progrès de l'espérance de vie, mais aussi à l'évolution des attitudes sociales. On peut penser au divorce, à l'urbanisation, l'amélioration des conditions de vie, l'essor des programmes de bien-être social, etc. Puis ces facteurs-là, ils augmentent les probabilités d'habiter seul au grand âge. Les objectifs de recherche qui ont découlé de ma problématique sont documenter l'expérience de vivre chez soi des personnes de 85 ans et plus vivant seules à domicile, en mettant en lumière leurs préférences, leurs motivations et leurs perspectives quant à leur avenir résidentiel. Le deuxième objectif est de documenter l'influence des facteurs individuels sur cette expérience-là. Puis le troisième est de documenter l'impact des facteurs environnementaux sur cette même expérience. Je me suis appuyée sur deux concepts dans le cadre de mon cadre conceptuel, le vieillir chez soi et le modèle écologique de Bronfenbrenner. Le vieillir chez soi est la capacité des personnes âgées à vivre dans leur propre logement et communauté en toute sécurité, de façon autonome et confortablement, indépendamment de l'âge, du revenu ou de leur capacité intrinsèque. Puis pourquoi j'ai intégré le modèle écologique, c'est que je voulais aller voir les relations entre les différents facteurs. En ce qui concerne ma méthodologie, j'ai opté pour des entretiens individuels semi-structurés. J'ai aussi fait remplir un formulaire sociodémographique pour pouvoir brosser un portrait de mes participants. Ça s'est passé à Sherbrooke. Je vise un échantillon de 12 participants. J'ai présentement fait 7 entrevues sur les 12. Les critères de sélection pour mes participants étaient bien sûr l'âge, 85 ans et plus. Je voulais des aînés qui habitaient à domicile et non en RPA ou en CHSLD. Je visais 6 femmes, 6 hommes, idéalement. Le recrutement des hommes est un petit peu plus difficile. Et bien sûr, d'habiter dans différents quartiers pour voir l'influence de l'environnement sur leur expérience. Avant de vous présenter mes résultats préliminaires, je vous brosse un petit portrait des participants que j'ai passés en entrevue. Comme j'ai dit, il y en a eu 7. J'ai fait 5 entrevues avec des femmes, 2 avec des hommes. La moyenne d'âge était de 90 ans. La dame la plus âgée que j'ai passée en entrevue avait 98. Un mix aussi là, de maisons, d'appartements. Certains habitaient seuls depuis 1 an, 4 ans, dont certains c'était 24 à 30 ans. Donc, quand même une bonne variété en termes d'expérience. La majorité était veuve ou veuf, dont seulement une qui était divorcée. Maintenant, je passe à mes résultats préliminaires. Au niveau de l'objectif 1, la thématique qui est ressortie dans mon analyse super préliminaire, c'est qu'il y a un désir fort de rester à domicile. J'ai appuyé cette thématique-là par 3 constats principaux, dont le refus clair des institutions, là,
tous mes participants ne veulent pas aller en CHSLD ou en RPA, sauf s'il y a une nécessité médicale. Le domicile, pour eux, est symbolique de liberté, d'autonomie, mais aussi d'un contrôle sur leur quotidien. Les loisirs domestiques, on peut penser à la lecture, la musique, jouer de l'accordéon, par exemple, qui est ressorti dans mes entrevues, leur permet une certaine structuration au niveau du temps, mais aussi un plaisir de vivre chez soi. J'ai accompagné ça d'un petit segment d'entrevue qui dit selon moi, une personne est plus libre dans sa maison parce que tu sais, quand tu vas dans un foyer, il y a des choses à respecter. Il ne faut pas que tu fasses du bruit dans les passages, il ne faut pas que tu parles trop fort. Tu sais, il y a toutes sortes d'inconvénients. Tandis que dans ta maison, tu fais ce que tu veux. Tu es libre de te coucher à l'heure que tu veux, tu es libre de te lever à l'heure que tu veux, ça ne nuit pas à personne. Pour l'objectif 2, la thématique que j'ai fait ressortir, c'est que les relations et le maintien des habitudes personnelles sont essentielles pour rester chez soi. Au niveau des constats, il y a une forte sociabilité au niveau de comme tous mes participants, puis une valorisation des liens sociaux, que ce soit des liens familiaux, amicaux ou communautaires, en termes de bénévolat, si on veut. La symbolique du domicile est différente selon le genre. Ça s'explique principalement par la conservation des cendres du conjoint qui est décédé. Les participants masculins avaient conservé les cendres dans le domicile alors que les femmes avaient fait enterrer leur conjoint. Au niveau du maintien des habitudes de vie, tous les participants s'occupaient encore de faire leur repas, d'aller à l'épicerie eux-mêmes, puis de faire leur ménage eux-mêmes. Il y a eu certaines adaptations là, dans le sens de on prend notre temps un peu plus pour faire notre ménage puis on flanche tout seul dimanche, mais c'est encore tous les participants qui le faisaient eux-mêmes. Les animaux de compagnie ont été nommés comme une source d'attachement au domicile, mais aussi comme une source d'occupation pour mes participants. Il y a eu une certaine variabilité dans le soutien familial. Il était généralement présent, mais il y a eu quelques situations d'isolement, quelques cas de j'aimerais avoir un peu plus de visites. Le segment d'entrevue que j'ai joint à cette thématique-là est que ça prend du social. Si tu n'as pas de social, là, tu sais, il faut que tu communiques avec les autres. Puis ça fait du bien parce que les autres aussi ont des problèmes, mais quand on joue aux cartes, on n'y pense pas. Troisième objectif, la thématique que j'ai fait ressortir, c'est qu'il y a une utilisation de l'environnement qui est limitée. Les constats principaux, c'est qu'il y a une faible utilisation du quartier immédiat pour 6 participants sur 7. Il y a une préférence pour certains services, que les gens se déplacent un peu plus loin que le quartier immédiat parce que c'est leur préférence, peu importe la distance. Il y a certains défis au niveau de l'accessibilité perçue. Dans certains cas, les pentes du dépanneur qui est plus proche ou les commodités qui étaient moins accessibles à, disons, j'ai une canne puis je ne peux pas marcher toute la superficie de l'épicerie la plus proche de chez moi. Le segment que j'ai joint, c'est j'ai posé à ma participante vous allez à quelle épicerie? Puis elle m'a répondu ben moi, j'aime Provigo, mais c'est un peu une habitude. C'est plate parce que c'est cher. Tu regardes les annonces, c'est toujours meilleur marché ailleurs. Mais je vais chez Provigo. Je vais aussi chez Marché végétarien. Puis à côté de chez Provigo, sur le quartier, il y a un Dollarama. Là, je lui ai demandé vous aimez ça aller dans ce coin-là? Vous ne vous basez pas sur la distance pour votre épicerie. Vous ne vous dites pas je vais aller à la plus proche. Puis ma participante m'a répondu que non. C'est la fin de ma présentation des résultats préliminaires, mais les constats que j'ai présentés aujourd'hui, que j'ai analysés à date, répondent aux objectifs de ma recherche, puis nous déjà des pistes de réflexion sur comment comprendre c'est quoi l'expérience de vivre seul à domicile après 85 ans. Dans ces pistes de réflexion-là, je remarque vraiment que l'autonomie demeure largement présente au grand âge, contrairement aux idées préconçues qu'on peut avoir. Puis mes résultats mettent en lumière certains facteurs que j'appelle gagnants, si on veut, comme le maintien des routines, l'ancrage dans un milieu de vie qui est familier, le soutien relationnel qui semble favoriser le vieillir chez soi. Puis, je termine ma présentation avec d'autres mots de participants qui m'ont marqué. Une participante m'a dit pour rester à domicile le plus longtemps possible, je pense qu'en plus d'avoir la capacité, c'est la volonté de beaucoup. Ça prend les capacités de manière réaliste, mais surtout la volonté de s'adapter. C'est la participante de 98 ans qui m'a dit ça. Puis une autre participante qui m'a dit pour moi, vieillir à domicile, c'est la plus belle vie qu'on ne peut pas avoir. Tout le monde, dans le cadre du dîner conférence d'aujourd'hui, je vais aborder la question suivante.
Est-ce que l'épissage alternatif contribue aux effets bénéfiques de l'activité physique sur un vieillissement en santé? Tout d'abord, comme vous le savez probablement, tous les individus vivants sont constitués de cellules. La cellule contient plusieurs compartiments, dont un qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle le noyau. Au sein du noyau, on retrouvera l'ensemble de l'information nécessaire pour que la cellule accomplisse ses fonctions. Cette information-là est encodée sous forme d'ADN. Néanmoins, ce n'est pas l'ADN qui va participer physiquement aux réactions au sein de la cellule, mais plutôt les protéines. Toutefois, pour passer d'ADN à protéines, un intermédiaire doit être obligatoirement synthétisé qui s'appelle l'ARN messager. Si on regarde cet ARN de plus près, on constatera qu'il est constitué de deux types de séquences. Des séquences dites codantes qui vont servir à fabriquer la protéine. On appelle ces séquences exons. Et des séquences qui sont intercalées entre ces exons qu'on appelle introns. Avant d'être utilisé pour la synthèse de protéines, l'ARN peut subir diverses modifications. Traditionnellement, on dira que les introns sont retirés et que les exons sont mis bout à bout. Cette réaction de simplification de la molécule d'ARN s'appelle épissage. C'est comme quand vous achetez du poulet à l'épicerie. En fait, vous allez conserver la viande et vous allez jeter, puis la viande, on peut l'associer aux exons, et vous allez jeter à la poubelle les os qu'on peut associer aux introns. Il n'y a pas juste ce type de modification-là qui peut se dérouler, il y a des modifications de type épissage alternatif. Par exemple, on pourrait avoir un saut d'exons, ce qui fait en sorte que la molécule finale en contient un de moins. Et cette modification-là s'appelle saut d'exons. Et c'est comme si vous jetiez à la poubelle, en plus des os, une aile de poulet. C'est petit, on ne peut pas taponner ça. Deuxième possibilité, c'est que deux exons côte à côte ne se retrouvent jamais dans la même molécule, de sorte qu'on ait une molécule avec l'exon brun ou l'exon vert, mais jamais les deux. C'est ce qu'on appelle des exons mutuellement exclusifs. Je reviens encore avec le poulet pour une dernière fois. C'est comme si vous jetiez à la poubelle soit l'aile, soit le pilon, mais jamais les deux, en plus des os, évidemment. Bref, tout ça pour dire que l'épissage alternatif permet de créer une diversité de protéines et c'est la balance entre ces différents niveaux de protéines qui permettent à la cellule de réguler ses activités. Vous vous demandez sûrement, c'est quoi le lien entre l'épissage alternatif et le vieillissement? Certains articles ont montré que parmi toutes les caractéristiques associées au vieillissement, l'altération de l'épissage de l'ARN messager était l'une d'elles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le vieillissement normal, les individus vont accumuler des défauts d'épissage qui font en sorte qu'à un certain moment, ils deviennent plus enclins à développer des maladies associées au vieillissement. On sait toutefois que l'activité physique est bénéfique pour vieillir en santé, mais on ne comprend pas d'un point de vue moléculaire comment l'activité peut contribuer ou modifier l'activité de la cellule. C'est pour ça que nous, on pense que l'activité physique induit des changements durables dans l'épissage alternatif qui permettent de limiter le développement de certaines maladies associées au vieillissement, comme la maladie de Parkinson. Pour y arriver, on a dû caractériser l'effet de l'activité physique sur le profil d'épissage de souris actives. En parlant de souris, on a une première cohorte de souris qui est constituée essentiellement de mâles. Bon, les perruques, c'est juste pour les différencier pour plus tard. Donc, on a un premier groupe de souris jeunes contrôle, des souris âgées contrôle et des souris âgées actives. Une fois la période d'activité terminée, on récolte le gastrocnemius, dont on a extrait l'ARN pour procéder au séquençage, puis aux analyses bioinformatiques. Ces analyses-là se basent principalement sur le niveau d'inclusion, c'est-à-dire la fréquence à laquelle un exon alternatif se retrouve dans une molécule d'ARN. Prenons par exemple l'exon vert comme étant alternatif. On dira qu'il est alternatif parce qu'il est là ou pas là dans la molécule. Donc, on va calculer la quantité de molécules qui le contiennent sur la quantité de molécules totales qui le contiennent et qui ne le contiennent pas.
dernière fois le poulet. En fait, c'est comme si on comptait la quantité de fois que vous aviez conservé tous les morceaux sur la quantité de fois totale où vous aviez acheté du poulet, qui comprennent les fois où vous aviez tout conservé le morceau et les fois où vous en aviez jeté par accident. Et on obtient cette première figure qui est en fait une carte de chaleur où chacune des lignes représente un exemple significatif dans au moins un des groupes de souris. Chacune des colonnes représente un réplica qui a été fait par le logiciel. Et plus la couleur est chaude, plus l'inclusion est élevée. Plus la couleur est froide, plus l'inclusion des exons est faible. Ce que ça montre en haut, c'est qu'on voit plus d'inclusion chez les souris jeunes que par rapport aux souris vieilles, alors que dans l'autre cas, on voit plus d'inclusion chez les souris âgées que chez les souris jeunes. Ce que, grosso modo, ce qu'on peut conclure, c'est que l'âge semble modifier le profil d'inclusion chez les souris. Est-ce qu'il y a une différence entre les souris qui font de l'activité physique et les souris âgées? Pas tant pour l'instant. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux événements de dépistage qui étaient significatifs. Comment déterminer s'ils le sont? On fait des comparaisons entre chacun des groupes de souris et on obtient le graphique suivant, qui nous montre en fait en Y le nombre d'exons significatifs pour chacune des comparaisons et en X le type d'événement de dépistage. On peut voir qu'il y en a quand même un nombre considérable qui semble être modifié par l'activité physique. Néanmoins, c'est bien beau d'avoir des exemples significatifs pour chacune des comparaisons, mais on s'est demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir une relation entre des exemples significatifs dans plus d'une comparaison? Puis pour le reste de la présentation, on va se concentrer sur le saut d'exemples. Donc, pour voir la relation entre les comparaisons, on fait un graphique qui s'appelle un offset plot. C'est comme un diagramme de Venn. Donc, commençons par la gauche. Par la gauche, donc ici, vous avez le même graphique que je viens de présenter, sauf qu'il a été tourné à l'horizontale. Donc, je le rappelle, chacune des bandes correspond à chacun des exemples significatifs pour une comparaison. Puis, j'ai représenté ces mêmes bandes-là dans des cercles. On fournit le tout au logiciel et il va calculer l'intersection entre chacun des jeux de données, ce qui donne le diagramme suivant, qui est en fait une copie conforme du graphique de droite. Ce qu'on peut voir, la manière de le lire, c'est que parmi, par exemple, les 454 exemples significatifs pour cette première comparaison, il y en a 223 qui sont exclusifs. Puis sur le graphique de droite, ça se répercute avec un seul point. Maintenant, si on veut trouver la relation entre deux comparaisons, simplement regarder à côté. On peut voir point, ligne, point. C'est ce qui symbolise la relation. Et on voit qu'il y a 131 exemples significatifs qui sont communs entre ces deux comparaisons. Donc, si on passe colonne par colonne, ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a bel et bien des exemples significatifs entre les comparaisons, mais il y en a quand même une grande proportion qui sont propres à chacun des groupes de souris. Ce que ça montre, c'est qu'il y a peut-être des changements d'épisage qui sont propres à chacun des groupes qu'on retrouve moins entre les groupes. Néanmoins, il y a quand même 35 exemples significatifs qui semblent être présents dans deux groupes et dont l'activité physique semble moduler l'inclusion. Je vous donne un exemple. Donc, on a trouvé le gène Golgi2, qui est en fait un gène impliqué dans le transport des vésicules, et l'assemblage du Golgi, qui est un compartiment cellulaire au même titre que le noyau. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que pour les souris âgées, on a une inclusion élevée, alors que pour les souris âgées actives, l'inclusion est plus faible. À un même niveau, même plus bas que pour les souris jeunes, ce qui mérite plus d'analyse, mais sous-tendrait que l'activité physique pourrait avoir un effet sur le profil d'inclusion des exemples. Donc, en conclusion, on a vu que le niveau d'inclusion des exemples alternatifs est principalement influencé par l'âge avec la carte de chaleur. On vient de voir que le niveau d'inclusion de certains exemples alternatifs est modifié par l'activité physique, mais dans une minorité. Et ça nous amène à modifier un peu notre hypothèse qu'on pensait que
l'activité physique induit des changements durables dans l'épissage. C'est peut-être vrai, mais ça s'applique peut-être à une minorité de gènes. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que l'activité physique, comme on a des exemples significatifs qui sont propres à chacun des groupes, pourrait induire des changements d'épissage dans d'autres gènes que ceux qui accumulent des défauts, ce qui ferait pencher la balance du côté de la santé. En perspective, on a une deuxième cohorte de souris qui est constituée de souris jeunes. Ça serait intéressant de voir si on retrouve ces mêmes patterns-là avec l'activité physique. Aussi, j'ai parlé des exemples mutuellement exclusifs qui étaient en grande proportion aussi. Ça serait intéressant de voir si l'inclusion est modifiée aussi par l'activité physique. Et donc, en terminant, je remercierai les membres du labo, nos collaborateurs, et le CDRV dans le cadre du subventionnement par initiative stratégique et pour la... Bonjour à tout le monde. Je travaille sur le développement d'un dispositif de compression intelligent du moulin pour lutter contre l'hypotension orthostatique. Moi, c'est Pascal Kameni, doctorat en mécanique. Je suis dirigé par Cédric Landry. Donc, j'ai commencé mon doc en section d'hiver. Cet hiver, je suis quitté de chez moi, il était 26 degrés. Je suis arrivé ici à des températures en dessous des 0 degrés. Plus de peur que de mal. J'ai été bien accueilli et l'environnement de recherche est vraiment très propice. Donc, aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter le sujet sur lequel je suis en train de travailler. Je vais essentiellement m'attarder sur les objectifs, escompter la problématique des objectifs et les résultats attendus. C'est quoi l'hypotension orthostatique? L'hypotension orthostatique peut se définir comme étant la chute de pression artérielle lors du passage de la position couchée, assise, à la position debout. C'est pas, plusieurs personnes l'ont déjà ressenti, sans pourtant savoir de quoi il est question. Vous êtes peut-être arrivé de vous lever de votre lit la nuit subitement et de ressentir une sorte de malaise, une sorte d'étourdissement ou de perte d'équilibre. Cela est dû à la chute de pression orthostatique. La figure suivante nous montre la distribution du flux, la distribution du sang dans l'organisme lorsque nous avons quelqu'un qui est en position couchée et quelqu'un qui est en position debout. Nous voyons qu'à la position debout, le sang a tendance à se diriger, à s'accumuler au niveau des membres inférieurs. Cela est dû par la force de gravité qui s'applique sur le sang. La figure suivante nous permet de valider ce modèle. En observant, en effectuant les mesures, on arrive à observer que la figure du haut, cette figure nous montre que lorsque nous quittons de la position couchée à la position debout, nous enregistrons une chute de pression artérielle. Pour un individu en bonne santé, cette pression est directement compensée par l'organisme et retrouve sa valeur normale. La figure dessous, pour un individu souffrant de l'hypotension orthostatique, lorsque la chute de pression s'effectue, elle continue, elle n'est pas ramenée à sa valeur normale. Quelles sont les causes et les effets de l'hypotension orthostatique? Les causes principales de l'hypotension orthostatique sont, nous avons la polypharmacie, nous avons l'insuffisance cardiaque et nous avons le vieillissement. Les effets observables, nous avons, comme je le disais précédemment, les vertiges, les troubles visuels, la sensation de faiblesse et la chute de l'individu. Cette chute représente un problème de santé complexe qui augmente la responsabilité des soignants, ainsi que les coûts estimés à 2 milliards de dollars en 2021. Une étude qui a été publiée par le gouvernement du Canada. Une analyse du CHUS sur les risques, une analyse du CHUS sur les différents cas possibles de l'insuffisance cardiaque observée démontre que les populations vieillissantes, 80%
de la population sont les personnes âgées qui sont beaucoup plus concernées par cette maladie. Position de la littérature. Des solutions existent bien évidemment dans la littérature pour pouvoir pallier à ce phénomène. Nous pouvons présenter en l'occurrence l'utilisation des barres de compression. La limite, c'est la solution qui est utilisée actuellement. La limite observée ici, c'est que nous avons la variabilité des résultats. La variabilité des résultats, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette solution peut fonctionner avec un individu X et sur un individu Y, ça ne fonctionne pas. Ici, nous avons la difficulté à enfiler par les personnes âgées. Ensuite, nous avons les appareils de compression intermittente pneumatique lents. Nous avons en l'occurrence ce dispositif qui est utilisé pour lutter contre la thrombose veineuse, mais qui n'offre pas des résultats significatifs dans le cas de l'hypotension orthostatique, qui est un phénomène assez rapide et qui intervient de façon instantanée. Ensuite, nous avons les appareils de compression intermittent pneumatique rapide. En l'occurrence, ce dispositif qui a été développé par Zuch et Al. Ici, l'on observe qu'en effectuant une compression rapide, on a la possibilité de réduire les chutes de pression artérielle. Sur cette figure, vous allez remarquer que nous avons cette figure qui est la pression artérielle issue du dispositif de compression, et l'autre figure qui est la pression artérielle lorsque nous n'effectuons pas de compression. On remarque que lors du changement de posture, voici la chute de pression qui est enregistrée. Et avec un dispositif de compression, on arrive à réduire cette chute de pression et à l'améliorer significativement. Donc, la compression rapide montre que nous avons la possibilité de réduire les chutes de pression artérielle orthostatique et d'effectuer une récupération normale de la pression artérielle. Mais l'un des inconvénients, on remarque toujours, ce sont des dispositifs qui ne peuvent pas être portatifs. D'où nous avons des appareils de compression intermittente à bande qui a été développé par Landry et Al. C'est un concept qui est actuellement en développement à l'Université de Sherbrooke. Ici, le principal avantage, c'est que en s'appuyant sur les avantages de la compression rapide, on développe un dispositif portatif. Donc, le concept étant nouveau, ça vient avec ses défis. L'un des principaux défis est de pouvoir contrôler la pression à l'interface qui est appliquée par ce dispositif afin de pouvoir maximiser l'efficacité du dispositif et de minimiser la consommation d'énergie. Toutes ces études nous ont donc permis de nous poser la question à savoir, est-ce que le contrôle et l'ajustement de la pression à l'interface d'un dispositif de compression intermittent à bande peut nous permettre de développer un dispositif portatif moins énergivore et efficace. Nous avons défini un outil de recherche qui est de développer un dispositif de compression intermittent en bande capable d'appliquer un profil de pression identifié indépendamment des propriétés mécaniques de la jambe, minimiser la consommation d'énergie du dispositif et la puissance mécanique requise, ce qui contribue bien évidemment à rendre le dispositif portable. Ensuite, améliorer la pression artérielle lors du passage de la position assise ou couchée à la position debout. La méthodologie escomptée, dans une première approche, nous allons concevoir un dispositif simplifié à une bande. Ensuite, nous allons évaluer la pression appliquée à l'interface par le dispositif et la déformation résultante du molaire. Bien sûr, les essais seront effectués sur des armes en silicone, ensuite validés sur des jambes humaines. Bien après, nous allons développer le contrôleur qui permet d'appliquer une pression identifiée. Le contrôleur qui sera développé sera aussi testé sur des jambes en silicone, puis validé sur des jambes humaines. Ensuite, nous allons identifier le profil de pression qui minimise la consommation d'énergie pour un individu donné. Bien évidemment, ça sera aussi validé ça serait
les essais sont effectués sur des jambes en silicone, puis validés sur des jambes humaines. Ensuite, nous allons donc passer à la minimisation de la consommation d'énergie et la puissance requise afin de rendre le dispositif portable. Pour finir, nous allons valider la mitigation de la chute de pression artérielle orthostatique chez un individu. Les résultats attendus, à court terme, nous voulons améliorer la compréhension du fonctionnement des dispositifs de compression à bande, car c'est un nouveau concept. Nous voulons minimiser la consommation d'énergie et la puissance requise de ces dispositifs. Ensuite, nous voulons accroître la portabilité du dispositif, réduire la chute de pression orthostatique et permettre une récupération rapide et normale de la pression artérielle. Merci pour votre aimable attention. On va tout de suite passer à la période des questions. Il nous reste à peu près 10 minutes, donc la période des questions est ouverte. Est-ce que tu ramènes les mots? Comment ça passe avec les autres présents? Oui. Comme ça, on ne va pas toutes répondre. On va tout passer par, sinon. On ouvre la période. Oui. En fait, je me permets de vous féliciter. C'est franchement agréable d'avoir des étudiants comme ça pour présenter. Il faut faire ça plus souvent. Bravo. Ma question est pour la première présentatrice. Vous avez parlé de l'impact de la polypharmacie, plusieurs médicaments. Allez-vous regarder le rôle de certains médicaments plus que d'autres? Est-ce qu'il y a raison de penser que certaines classes de médicaments ont des impacts plus grands que d'autres? Je voulais me concentrer aussi sur le type de médicaments qui sont plus utilisés. Le problème, c'est que déjà, j'ai beaucoup de variables à analyser. Donc, on s'est dit que d'abord, on va juste analyser la quantité de médicaments, mais pas lesquels. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant de savoir lesquels sont les plus utilisés et qui sont liés à ce déclin. Et selon votre compréhension de vos connaissances, est-ce qu'il y a raison de craindre davantage certains types de médicaments que d'autres pour un impact sur la cognition? Oui, les benzodiazépines, surtout les antidépresseurs. Je pense que ça aussi va bien sortir. Mais je ne peux pas analyser le type. Pour d'autres études. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui. J'ai une question pour la présentation sur le vivre chez soi. En fait, dans l'objectif 1, une personne rapportait, le descriptif rapportait que la personne mentionnait qu'elle voulait rester chez soi pour éviter le bruit et plutôt les contraintes sociales liées à vivre en communauté, disons. Ça semble être plus des éléments pour justifier, par exemple, le chez-soi étant la maison unifamiliale plutôt que les résidences ou même des appartements. Est-ce qu'on fait des distinctions entre les participants qui sont en appartement face aux résidences pour personnes âgées versus ceux qui sont en maison unifamiliale vers les résidences? Surprenamment, non. Ceux qui habitent en appartement ont les mêmes comme petits discours de genre on va déranger les gens autour, même s'ils sont déjà en appartement qui peut. Si on veut, c'est un peu le même concept, là. Mais disons que pour eux, il y a moins la crainte du bruit, je te dirais, en appartement. La première, c'était dans ma maison, celle le grammatique que j'ai mis. C'est plus au niveau de l'horaire. Je ne veux pas aller manger à la salle à manger en bas à 4 heures. Moi, j'aime manger quand je veux. Ça reste un peu tous le même discours, mais je te dirais que le bruit, c'est plus les gens à la maison. Oui, c'est vrai. Une petite question à M. Pierre-Luc. Ça va, yes. C'était très intéressant, cette présentation. J'étais curieux. Ces nouvelles connaissances-là que vous amenez, à ton avis, où est-ce que ça finit à des solutions par rapport à ça? C'est surtout des connaissances qui sont intéressantes. C'est sûr que c'est un but final. Notre but, ce serait peut-être de voir peut-être ici, est-ce qu'il y a certains gènes qui sont plus modifiés par l'activité physique, puis peut-être de trouver des manières de
modifier cette expression-là, mais c'est vraiment dans un avenir lointain. Là, on est plus dans la caractérisation globale. Puis si on trouve des choses qui nous feraient dire qu'on devrait aller pousser plus loin, ben on va y aller. C'est exploratoire. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai une question pour vivre chez soi pour les personnes âgées. Est-ce que vous évaluez l'impact de l'entourage, par exemple, le nombre de visites de personnes âgées sur leur qualité de vie? Est-ce que vous faisiez de vous continuer plus tard? Je le fais, mais pas de manière quantifiée. Donc, je ne vais pas aller questionner là, est-ce que vous avez 3 visites ou 12 par semaine. Désolée. C'est fait plus de manière à qui vous aide dans votre quotidien. Est-ce que vos enfants sont la source première de soutien, justement? Là? Ou est-ce que c'est comme un voisin qui vous aide davantage? C'est pas quantifié, je te dirais. Puis, j'ai pas l'intention d'ajouter cette notion-là de quantité de visites, mais c'est dans mes questions d'entrevue, les relations, si on veut. Oui, Nicolas. J'ai juste un petit suivi là, par rapport à ça. Est-ce que tu as remarqué si les participants que tu as interviewés, est-ce que c'est des personnes qui ont des familles qui les soutiennent ou il y en a qui n'ont pas de famille puis ça va être plus comme la communauté autour? Je dirais qu'à date, c'est pas mal toute la famille, même s'ils sont plus loin. Il y en a de la famille comme à Rimouski, par exemple. Fait que si les enfants sont plus loin, des fois, c'est comme une nièce qui va aider avec l'épicerie, par exemple. Mais il y a toujours quelqu'un à Sherbrooke. J'ai eu aucun participant qui a personne dans la même ville. Mais personne fait affaire avec des services là, comme la coopérative ou des choses comme ça. Donc, ça va être intéressant à voir dans les prochains 5 participants là, si c'est le cas pour mes 12 ou non. Okay. Oui, pour vieillir chez soi, il y a une participante en ligne qui demande comment vous avez sélectionné les patients pour vieillir chez soi. Les participants. Selon les critères que j'ai présentés, là, selon l'âge, c'est un peu ceux qui se sont présentés à moi comme j'aimerais ça participer au début. C'est sûr et certain que quand on commence une recherche, on n'est pas en état de comme, refuser, si on veut, des participants. Et c'est sélectionné sur est-ce que c'est un appartement de maison, l'âge, s'il y avait une certaine capacité à comme, bien s'exprimer, si on veut. Là, je le voyais selon l'appel, par exemple, que j'ai fait le premier appel. C'est pas... c'est ça? Ouais. Question. Pour le dernier présentateur, vous avez évoqué pour les bas de compression actuels qui sont disponibles, la difficulté pour les personnes aînées d'enfiler ces bas-là. Je suis curieux de vous entendre. Est-ce que c'est facile d'enfiler ces dispositifs-là que vous êtes en train de développer? Oui, très bonne question. C'est un objectif à atteindre, c'est de pouvoir développer un dispositif qui doit être facile à enfiler. Au niveau des bandes, on aura la possibilité de détacher les bandes, les accrocher à une sorte dans la description matérielle, à une sorte de harnais, et qu'ils soient solidement fixés. Bon, en fait, c'est un objectif qui est atteint. Et pour l'instant, combien de temps ça prend pour installer tout ça? Et je suis tout à fait d'accord que ça va se perfectionner, mais simple curiosité, comment ça fonctionne pour l'instant? C'est long d'installer ça ou? Oui, pour l'instant, c'est long. Pour l'instant, c'est long. Donc, ça sera optimisé avec Peut-être juste comme pour rebondir, mais j'avais une question pour la présentation, mais pour rebondir, dans le fond, ce qui est dur pour le bas de compression, c'est le bas qui est dur à enfiler, mais là, il n'y a pas besoin de forcer pour. Ce serait ça le but, là, ce serait d'assembler, mais sans avoir à forcer pour mettre ça. Donc, ça vient un peu mitiger un peu le fait d'avoir à forcer, c'est juste c'est long. Ouais. Mais je pense que tu en es au début de ton développement, c'est ça que je comprends. Question pour deuxième présentation. Troisième poulet, oui. Je suis désolée, j'ai bien ri par contre. J'ai beaucoup apprécié en passant. Toutes les présentations étaient exceptionnelles. Merci. On est sur la roue, on est sur la pratique d'activité physique. Je suis flottée à Karine. C'est comme elle me dit, tu sais, des 20 heures sur 24, les souris, c'est pas comme les humains, c'est vachement moins vache. Et ça court beaucoup. Puis, est-ce que tu as déjà vu des études qui s'intéressent à clamper des portions d'exercice sur un tapis roulant où c'est plus facile ou du moins de dire
on empêche l'accès à la cage pendant un certain temps sur des dépistages alternatifs, quels qu'ils soient, ou c'est pas encore? Ben, j'ai lu certains articles là, qui utilisaient plutôt un tapis roulant qu'une roue, mais je me souviens plus la période à laquelle ils mettaient les souris sur le tapis roulant, mais je sais que c'est une autre possibilité aussi là, qui peut être utilisée par les chercheurs. Fait qu'il y en a un petit peu sur le dépistage alternatif ou ça touche pas les données de dépistage alternatif avec le tapis roulant? C'est une bonne question. Je crois que... Bonne question, mais il faudrait que je regarde dans nos articles qu'on avait. Merci. Oui, c'est ça. Une question pour Pascal. Sur les bas de compression, on a parlé de littérature sur les bas de compression actuels. Tu disais qu'ils n'étaient pas efficaces. Ils étaient efficaces pour X, mais pas pour Y. C'est parce que, est-ce que les deux le portent? Et donc, est-ce que c'est une question que le bas est bien porté, mais il ne fonctionne pas bien pour sa compréhension? C'est une question que X le porte, puis Y le porte jamais. Ou le porte quand ça y tente ou quand l'infirmière passe. Qui est le bas de compression? Oui, c'est ça. En d'autres mots, je me demande si l'efficacité du bas de compression est due à une non-compliance du participant ou est-ce que c'est dû vraiment à une inefficacité dedans. Et donc, si c'est dû à une inefficacité, est-ce que le bidon de baisse risque à ce moment-là de marcher? Je pense que je vais encore, puisque dans la littérature, j'ai présenté deux solutions. La première solution, il y avait les bas de compression. La deuxième solution, il y avait les dispositifs de compression intermittente. OK. Bon, pour les bas de compression, les limites qu'on a eu appris qui se dégagent de là, c'est que nous avons la variabilité des résultats. C'est-à-dire, les bas de compression appliquent une pression constante. Les résultats, ça peut avoir des résultats significatifs pour un individu, et puis une autre personne ne peut avoir des résultats significatifs. Mais c'est pas parce qu'elle ne porte pas. Pardon? C'est pas parce qu'elle ne le porte pas, le bas de compression qui est inefficace. Il y a eu confirmation dans l'étude entre nous que le bas a été porté. C'est juste que la simple compression passive ne marche pas. Ouais. Okay. Maintenant, si je reviens sur la compression intermittente lente que j'ai présentée, le dispositif que je vais présenter, c'est beaucoup plus utilisé pour lutter contre la thrombose veineuse ou la syncope. Quelque chose, je ne rappelle plus très bien le nom. En fait, le caractère lent, puisque c'est le caractère lent qui est le mot-clé dans cette affaire. L'hypotension orthostatique, c'est un phénomène qui survient rapidement, de façon instantanée. S'il faut le pallier, il faut agir pour comprimer de façon rapide. La littérature a démontré que les systèmes de compression lents qui sont utilisés n'offrent pas de résultats significatifs pour lutter contre l'hypotension orthostatique. Les travaux se sont penchés sur la compression rapide dans un terme de compression bien déterminé. Il a été démontré que les résultats en termes de mitigation de l'hypotension orthostatique sont beaucoup plus satisfaisants. Donc, c'est dans cette piste de solution que nous sommes en train de s'orienter en voulant développer des dispositifs portatifs.